Bonjour, on est le 20 septembre, dimanche 20 septembre 2020, avec une météo qui semble toujours valable, mais dont on commence à s'apercevoir que la météo commence à décliner et que ce fameux très bon temps du mois de septembre qu'on a rarement en début septembre, rarement, bon, voilà, c'est un des mois de septembre bon, que je n'ai jamais vu de telle température de chaleur, je veux dire, je dis pas qu'il y a la canicule, mais on va dire presque une canicule, parce qu'on on atteignait quand même les 30 degrés. Quand vous sortiez, vous sentez la chaleur, elle était là, hein. Bon, non, c'est pas que vous souffriez, mais bon, la chaleur était là. Euh, voilà, mais maintenant ça commence à se décliner, on le voit petit à petit, et que cette déclinaison, je veux dire, je suppose que ça signifie la fin de l'été. Et donc l'été nous dit au revoir, et j'imagine que ce temps-là, bon, c'est fini. C'est fini, on ne l'aura plus. Et je dirais même que ça va, qu'il va y avoir, je veux dire, une forte instabilité qui va arriver, hein. Voilà, avec des variations du temps, mais on n'aura plus ce temps-là, c'est fini. Donc c'est-à-dire que pour moi, ces derniers jours, en l'occurrence ce 20 septembre, je vous dirais de profiter au maximum, parce que voilà, l'été vous dit au revoir. L'été vous dit au revoir. Bon, ceci étant dit, ici concernant la chaleur, justement ici il parle de chaleur, c'est un énoncé, voilà, qui est la chaleur de fusion du plomb à partir d'un calorimètre. Bon, le calorimètre n'est tout autre que un instrument, un outillage de mesure de la chaleur. Alors il est composé, bon, on met, généralement, ce sont des parois qui sont, je veux dire, isolées, hein, des parois isolées. On y met, je veux dire, voilà, un seau d'eau, pour lequel ce seau d'eau va nous apporter beaucoup d'informations. Parce que, pourquoi il va nous apporter des informations? Parce que la masse de l'eau, on peut mettre de l'eau suivant une certaine masse, hein. Vous mettez 1 kg, c'est 1 litre. Vous mettez 3 kg, c'est 3 litres. Donc, on contrôle la masse d'eau, on peut la contrôler. Vous la pesez, ou vous mettez, l'eau, on peut soit la peser, mais à ce moment-là, il se place dans un récipient, il faut peser le récipient et l'eau, donc on pèse les deux, mais après avoir préalablement mesuré le récipient. Je vais faire un petit dessin. Bon, dans les liquides, on peut mesurer de plusieurs manières, hein, les volumes. Voilà. Si, comme on connaît la masse volumique, on peut mesurer au travers des masses, au travers d'une balance. C'est-à-dire que vous mesurez le récipient vide, ça c'est le récipient plus l'eau. Voilà. Vous mesurez le récipient, et bien sûr, vous soustrayez la masse du récipient vide moins la masse du récipient, et vous avez la masse d'eau. On connaît la masse volumique de l'eau, donc voilà, connaissant la masse volumique d'eau, vous connaissez la masse, donc fatalement vous connaissez le volume. Voilà. Maintenant, il y a encore plus facile, hein, il existe voilà, des récipients qui sont directement gradués en volume. Donc vous mettez un volume d'eau et vous lisez directement le volume d'eau, hein. Il y a des récipients gradués, hein. Voilà, il n'y a pas besoin de mesurer le masse. Donc il y a deux manières de faire. Soit vous mettez dans des récipients gradués, mais vous jaugez correctement, avoir vraiment... ça c'est une question de regarder correctement, d'avoir une bonne vue. Il faut que la graduation corresponde. Le liquide doit être stabilisé, bien sûr. Il ne doit pas être mouvant, hein. Il ne peut pas faire des ondulations comme ceci. Il doit être voilà. Après agitation, il faut le laisser se reposer pour qu'il arrive à un certain équilibre, bien sûr. Et puis vous regardez. Bon, après agitation, ici, il n'y a pas d'agitation à faire, parce qu'il suffit juste de prendre un volume d'eau, hein. Donc il n'y a pas d'agitation à faire. Dans le saut calorimétrique, oui, il faudra faire une agitation. Mais là, le volume sera déterminé, hein, parce que vous le déterminez d'abord, et puis ensuite vous le mettez voilà, dans le calorimètre. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que donc une fois que vous avez mesuré le volume d'eau nécessaire, le volume ou la masse, peu importe, parce que je vous dis, on connaît la masse volumique de l'eau, donc on peut connaître sa masse, on peut connaître son volume. Voilà.
Et donc, on a un calorimètre, voilà, comme ceci, avec des parois qui sont bien sûr isolées pour éviter, pour avoir un système isolé. Voilà, un système isolé pour éviter les pertes de chaleur. Et là-dedans, bien sûr, vous mettez le seau, voilà, avec l'eau. Vous mettez le seau avec une quantité d'eau. Donc, l'eau est un élément contrôlable. Vous le contrôlez. Vous mettez de l'eau. La masse d'eau, vous la pesez en masse avec une balance de masse, bon, pour voilà, une balance de masse, ou vous mettez dans voilà, de l'eau dans voilà, un récipient gradué. À ce moment, on sait mettre un volume déterminé. Donc, ce qui veut dire que la masse est on va dire que facilement quelque chose de contrôlable. Hein. Bon, vous pesez la masse, vous tapez dans le calorimètre, pour autant vous avez mis la bonne masse avec bonne. Le tout, c'est de faire tout avec précision. Dans un calorimètre, chaque acte posé doit être précis. Chaque acte posé doit être le plus précis possible. Il suffit pas de faire ça pour partir. Si vous faites un laboratoire sur la calorimétrie, il ne s'agit pas de faire ça très vite pour foutre le camp de labo. Hein. Il faut faire en sorte que, bon, prenez votre temps pour faire des laboratoires, des laboratoires hein, en général. Hein. Prenez votre temps. Le tout, c'est pas de regarder la montre pour partir. Hein. S'il est 18h et que vous voulez partir, ben, c'est dommage. C'est dommage, je dirais, c'est très dommage. C'est très dommage parce qu'en fait, le but des laboratoires, c'est justement de retrouver ce que vous voyez au cours théorique. Donc, vous voyez des choses théoriques au cours, et là vous pratiquez, c'est le seul endroit où vous pouvez pratiquer, et donc on vous demande de voir ce que vous... voilà, d'un petit peu entrevoir ce que vous voyez au cours. Mais cette fois-ci par des mesures que vous faites, et des laboratoires que vous faites, et donc vous vérifiez ce qui est dit, les théories qui sont dites au cours, que le professeur ne raconte pas des bêtises. Hein. Que le professeur, bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, il explique sa théorie que les savants ont acté. Voilà, les savants ont acté des lois qui ont été actées par le monde scientifique jusqu'à un temps T, jusqu'à l'heure actuelle. Bon, si ça a été acté jusqu'à l'heure actuelle comme étant valable, mais on demande justement de vérifier ces lois qui ont été vues au cours au travers de laboratoires. Donc, il s'agit de ne pas faire un laboratoire n'importe comment. Voilà, il y a des actes à poser, il y a des dispositions à prendre, et il y a des règles à suivre. Donc, à partir de là, bon, il faut poser les actes de la manière la plus scientifique possible, c'est-à-dire avec des actes de précision. Et ne pas regarder sa montre et de se dire, bon, bah, je dois partir parce que bon, demain j'ai corps court, ou je suis fatigué, bon, ça rime à rien. À la rigueur, revenez à un moment donné, à un moment où vous n'êtes pas fatigué, pour refaire le laboratoire. Demandez à votre professeur, si c'est possible, au professeur de laboratoire, de revenir à un jour où, bon, vous expliquez que bon, vous étiez pressé, ou vous avez fait mal votre laboratoire, voilà. Et vous demandez-lui, parce que tout est discutable. On peut discuter avec les professeurs, hein, c'est pas un problème. C'est pas une dictature où, voilà, bah, certains professeurs, bon, ceux-là jouent à la dictature, mais bon, ça c'est leur psychologie. Chacun est comme il est. Hein, s'ils ont décidé que, comme un chef militaire, ben, voilà, il faut suivre ses règles. Mais en général, parfois, vous pouvez tomber sur des professeurs qui seront compréhensifs. Vous expliquez que ce jour-là, vous étiez fatigué. J'espère que vous n'êtes pas fatigué à chaque laboratoire, parce que là, ça pose un sérieux problème, voilà, de votre part, et non pas... Bon, vous pouvez être fatigué une fois, ou voilà, ou partir voilà, de votre plein gré, pour une raison ou une autre, hein, vous avez vos raisons, hein, on peut avoir des raisons valables pour partir d'un laboratoire, il n'y a pas de problème, pour autant que ce soit encore une fois, comme je dis, acté sur papier, et que ça passe par voilà, le secrétariat, comme quoi, bon, il y a une raison qui fasse en sorte que vous quittiez le laboratoire délibérément. Donc, à ce moment-là, expliquez à votre professeur les tenants et les aboutissants pour lesquels vous avez quitté le laboratoire de votre plein gré. Bien sûr, où ça a été acté, bien sûr, c'était où votre
absence a été actée au niveau du secrétariat, parce que s'il arrive un accident, bien sûr, vous comprendrez qu'il y a une question d'assurance, hein. Donc il faut tout acter quand vous partez de l'école. Si vous partez une certaine heure, vous le dites au secrétariat qui va l'indiquer sur un document comme quoi vous êtes parti à telle heure. Donc s'il arrive un accident, bien sûr, vous serez couvert. C'est surtout ça. Mais vous pouvez expliquer à votre professeur de recommencer un laboratoire. Ça ne le gênera pas, on n'est pas en dictature. Il vous dira, bon, il n'y a pas de problème, tu peux recommencer. Vous expliquez les raisons pour lesquelles vous voulez le recommencer et il comprendra, il sera compréhensif. Bon, maintenant, il y a toujours des dictateurs comme professeurs. Bon, ça, chacun a sa psychologie. On peut parler à l'encontre de ces professeurs-là. Bon, disons que bon, c'est contre-productif qu'un élève ne puisse pas refaire son laboratoire. On peut donner toutes des explications. Bon, que quand c'est fait une fois, c'est fait une fois, on n'a pas à le refaire deux fois. Mais on peut, voilà, on est des êtres doués voilà, d'intelligence et donc on estime qu'on peut se comprendre entre êtres humains. Donc, et donc, on peut discuter comme quoi, bon, si le laboratoire, on n'est pas à côté d'un laboratoire, mais si on peut recommencer tout ou partie du laboratoire, pourquoi pas. Alors, ceci étant dit, je vous disais que si vous faites un laboratoire au niveau de la calorimétrie, rappelez-vous que ce que je vous ai dit, il faut poser les actes de manière le plus scientifique possible, c'est-à-dire avec le plus de précision. Donc, chaque acte posé doit être régi suivant des règles où le mode opératoire vous explicite tout en détail et les moindres gestes à prendre pour que vous fassiez en sorte que votre laboratoire soit justement le plus précis, que vous répondiez au plus près du mode opératoire pour que justement en répondant au plus près du mode opératoire, bien vous ayez voilà, les résultats les plus proches de la réalité. Bien sûr, il faut que tout le matériel soit aussi le matériel doit être aussi en bon état. Parce que si vous travaillez avec du matériel qui est en mauvais état, bon, vous allez poser les actes du mode opératoire, bon, vous ne trouverez pas la bonne réponse. Hein, ça dépend bien sûr, comme je l'ai dit, ça dépend aussi de l'environnement. Ça ne dépend pas que de vous, parce que si l'environnement voilà, vous avez un environnement hostile, ben, fatalement, les actes posés ne seront pas bons, bien que vous fassiez en sorte d'avoir les meilleurs actes. Donc, faire un laboratoire, c'est surtout être posé, être tranquillisé, ne pas être dérangé, avoir un professeur voilà, comment on appelle ça, qui peut vous aider sur certaines sur certaines choses, hein. Quand vous avez besoin d'une question, vous allez lui poser, il va vous répondre. Et faire en sorte que votre laboratoire soit le plus, je veux dire, c'est un laboratoire. Le professeur est là pour vous aider. Il n'est pas là pour vous casser ou vous mettre des bâtons dans les roues, ou peu importe. Ou de faire en sorte que votre laboratoire soit complètement que vous passez à côté de votre laboratoire. Non, il est là justement en tant qu'aide. Et c'est un des profs les plus, je veux dire, on va dire, un des profs qui est le plus en contact avec ses élèves. Parce que généralement, les professeurs, dans les cours, font des cours ex cathedra. Ils vous donnent cours, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, si on prend les universités, ils donnent cours à un auditoire. Il ne faut pas trop déranger le prof. Une question est malvenue, parce qu'à ce moment-là, une question que vous posez, ben, c'est vous interrompez la séance de speech, comme on dit, du professeur. Donc ça va l'emmerder. Donc dans le sens où si maintenant plus le professeur peut tolérer des questions en fin de cours, pourquoi pas. Mais le professeur qui est le plus en contact et qui peut répondre bon, quand il est libre, bien sûr, c'est le professeur de laboratoire. Parce qu'il peut-être qu'il est occupé avec une autre équipe. Donc il faut aussi le laisser répondre à des questions ou des formulations ou des instructions à d'autres équipes et attendre son tour. Il faut savoir, c'est attendre son tour. Mais quand on attend son tour, on n'attend pas bêtement son tour. On essaie de faire en sorte de lire le laboratoire complètement pendant l'attente de professeur. Voilà, on ne passe pas son temps à attendre. Voilà, on lit le laboratoire en attendant. On attend qu'il vienne pour poser quelques questions. Voilà. Donc il ne faut pas avoir un environnement hostile. Et dès le moment où l'environnement est bon, on peut acter des actes scientifiques qui permettent de trouver la réponse avec le plus de précision possible. Voilà. Alors, ce que je voulais dire,
je parlais du calorimètre. Et je disais que le calorimètre, c'est l'instrument de mesure qui permet de mesurer la chaleur. Voilà. Ici, on a une paroi isolée. Alors, on met une masse d'eau dans un seau et qui est très importante, cette masse d'eau-là. C'est pas pour rien. Alors, je disais que dans la masse d'eau, on sait bien que c'est de l'eau. Hein, on sait déjà que c'est de l'eau. On connaît la substance. On connaît la masse parce qu'on va la mesurer. On connaît la substance, mais quand on connaît la substance, dans les calculs de calorimétrie intervient la chaleur massique de la substance. Et comme c'est la chaleur massique de l'H2O, qu'on appelle généralement, communément, pour éviter d'écrire CH2O, mais c'est ce qu'on appelle le C0. C0, c'est le C de l'eau. Voilà, c'est plus facile à écrire ceci que ceci. Alors, le C0 de l'eau, il a été calculé depuis très longtemps. Notamment, beaucoup de personnes ont essayé d'apprivoiser cette valeur C0, dont notamment Thomson avec sa fameux canon, l'équivalent mécanique de la chaleur, au travers de l'usinage de canons. Et quand on trempait certaines parties d'usinage, certaines parties usinées dans de l'eau, vous comprendrez que il y a de fortes... l'eau chauffait fameusement. Hein. Voilà, l'eau fameuse. Et alors Thomson a calculé avec un environ de 5, environ de 5, ce qui correspond maintenant au joule, ou si vous voulez, kilojoules par kilogramme par degré. Il avait environ 5. Alors est venu un certain monsieur, un médecin d'ailleurs, c'est un médecin, Dr Mayer, qui a trouvé 3,6 quelque chose comme ça. Dr Mayer. Voilà. Et c'est tous les grands noms de la calorimétrie, hein, Dr Mayer, Thomson, et bien sûr on a toute une panoplie, je les ai déjà cités, hein, toute une panoplie de savants qui sont intervenus les uns derrière les autres, parfois les uns avec les autres, pour tout simplement trouver, je veux dire, les lois de la calorimétrie. Alors est intervenu bien sûr le fameux, comment s'appelle, John Prescott Joule, où on retrouve son l'unité d'énergie, l'équivalent, l'harmonisation des différentes énergies sous une seule unité qui est le joule. Et donc ça c'est monsieur Joule qui lui a trouvé proche de 4,18, proche, hein, mais il n'a pas trouvé ce 4,18, puisque maintenant, le C de l'eau, on sait bien que c'est 4, certains calculent 4,184, certains calculent 4,185, et certains calculent 4,186. Et si vous faites des laboratoires, justement, sur la calorimétrie, vous trouverez des valeurs proches, pour autant que le laboratoire est bien fait, bien sûr, avec une erreur absolue, plus ou moins epsilon. Alors ici, moi, je ne sais pas dire lequel des epsilon est meilleur. Hein. Je ne sais pas dire ici si celui-là est meilleur en précision ou celui-là. Je ne sais pas qui a donné ces valeurs-là. Donc, quels sont les laboratoires qui permettent de dire qu'on a 4, certains disent qu'on a 4,184 et certains vous diront 4,185. Alors moi, quand je calcule, bien sûr, vous comprendrez, je prends parfois une des trois composantes. Enfin, une des trois valeurs. Moi, ça ne me dérange pas que je prenne 4,184. Mais c'est vrai qu'attention que c'est de 4,184 à 4,186, vous allez me dire, il n'y a que 2 millièmes de différence. Oui, mais tant que, je veux dire, vous ne multipliez pas, quand on fait M, C, delta T, plus le delta T il est grand, et plus la masse est grande, là, l'erreur va s'agrandir. Hein. Donc le 0,02, vous pouvez remarquer, faites un calcul avec avec un petit m et un petit delta t, puis vous changez, vous mettez un grand m et un grand delta t, vous verrez que cette fameuse, et vous calculez pour 4,184 et 4,186, les deux extrêmes, où il y a 2 millièmes de différence, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a quand même un grand écart. Voilà. Plus la masse est grande, plus le delta t est grand, et bien, plus il y aura un grand écart entre le
le calcul de la chaleur avec le C qui est égal à 4,184 par rapport à celui du C où il vaut 4,186. Les valeurs vont commencer à se... Voilà, les chaleurs ne seront pas tout à fait... On aura quand même de grandes différences de valeur, hein, de chaleur. Suivant, vous prenez 4,184 et 4,186 pour... Si vous preniez une masse grande et un delta T grand. Maintenant, si M est petit et delta T est petit, on aura des petites erreurs, mais ça, c'est pas grave. Alors, donc ceci étant dit, bon, on peut contrôler, voilà, la variable m, masse. Alors, ça, on peut la contrôler. Quand je dis delta Q, qui est la loi de la calorimétrie, il a fallu 200 ans pour discuter, parler de tout ça, de savoir ce que c'est cerner, ce que c'est que la chaleur. De 1700 à 1900, on avait toutes des discussions sur la chaleur, et il a fallu 200 ans pour appréhender la chaleur des solides, des liquides et des gaz. Et notamment la loi de Maxwell-Boltzmann des gaz. Voilà, donc la chaleur, il a fallu l'appréhender. L'appréhender parce qu'on ne savait pas ce que c'était, c'est quelque chose d'invisible. Mais qui circule à travers un fluide. Par exemple, un fluide, ou un solide, ou un gaz. Vous voulez faire circuler de la chaleur d'un point A à un point B, ben, vous mettez de la chaleur dans un liquide, mais vous faites circuler ce liquide, c'est ce qui se passe dans un chauffage. Hein. Comment faire circuler la chaleur? Ben, vous mettez la chaleur dans un liquide, et le liquide va circuler, et le liquide transporte cette chaleur. Donc qu'est-ce qui fait le transporteur? Ben, c'est comme un voyageur dans un train. Le voyageur est dans le train. Le voyageur est dans le train. Qui circule, c'est le train. Qui circule. Bon, alors, je pense à un voyageur assis, bien sûr. Hein. Je pense pas à un voyageur en mouvement. Pas un voyageur assis. Le voyageur est assis. Le train circule, et lui, il circule aussi, hein, bien qu'il est assis. Il passe d'un point A à un point B. Et ici, c'est la même chose. Le fluide passe d'un point A à un point B, donc comme il transporte de la chaleur, il va passer d'un point A à un point B. Et tout ça, on ne voyait pas avant. On ne voyait pas la chaleur, donc quelque chose qu'on ne voit pas, c'est difficile d'appréhender. Donc, ceci étant dit, on peut, l'eau, on en connaît, je veux dire, on connaît tout de l'eau. On connaît sa substance, on connaît, on peut contrôler sa masse. Hein, on peut de son plein gré mesurer une masse et de taper dans le de placer dans le calorimètre. C'est la masse qu'on a choisie. Voilà, on a choisi une masse, on contrôle cette variable de masse et on met dans le calorimètre. Maintenant, ce qu'on peut, bien sûr, on va mettre une masse et on va faire, bien sûr, qui dit calorimétrie dit chaleur. Hein. On va apporter de la chaleur. Bon, c'est pour mettre une masse d'eau. Voilà. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, on va faire chauffer, on va faire un apport calorifique. Voilà, on va chauffer de l'eau. L'eau, ici, elle est chauffée. Hein. L'eau, elle est chauffée. Ce qui veut dire que l'eau est chauffée, mais je suis obligé de mettre un agitateur. Obligatoirement. Voilà, pour atteindre un équilibre physique. On va mettre un agitateur. Un agitateur, c'est quoi? Bon, on peut mettre un petit moteur, hein, il existe des petits moteurs qui fassent agiter, de telle manière à ce que la chaleur soit partout, en état d'équilibre partout. Il ne faut pas que on ait une zone de chaleur et que là, c'est froid. Enfin, c'est moins chaud que là-bas. Il faut que la température soit harmonisée partout. Et donc, il faut qu'on ait un équilibre physique. L'équilibre physique, ça implique que voilà, il n'y a plus rien. La température est constante partout. Constante partout. Donc ça veut dire que vous prenez un point, je veux prendre un point quelconque. Voilà, la température, elle doit être la même ici, 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 stabilisée partout. Voilà, ici, dans le récipient, ici, partout la même. Donc là, on a une condition de température. Mais là, au niveau microscopique, c'est difficile d'avoir ça. Hein. Bon, je vous le dis tout de suite. Bon. Mais c'est au niveau macro, on se dit si la température, on se dit que la température c'est l'être harmonisé. C'est que, je veux dire, elle est harmonisée partout, on se dit que bon, on a l'état d'équilibre. Mais au niveau micro, c'est pas dit qu'on a un point infinitésimal dans le sens voilà, atomique. Cet atome, voilà, cette molécule a la même température qu'un autre endroit. C'est pas dit ça, parce que au niveau microscopique, l'état d'équilibre, c'est difficile à atteindre. Par contre, au niveau macro, on peut estimer qu'on a un équilibre quand on a bien agité,
et que bon, on a de la température qui est plus ou moins équilibrée partout. Parce qu'à un moment donné, faut s'arrêter à l'équilibre aussi. Hein. Bon, euh, l'équilibre ne veut pas dire bon attendre indéfiniment et que bon après la température se refroidir, parce que voilà, c'est vrai qu'on a un système isolé. Logiquement, il ne devrait pas avoir perte, mais on est dans un système ici qui n'est pas idéalisé. C'est pas un système parfait. Hein. C'est un système réaliste. Donc malgré tout, vous avez mis une paroi diathermane. Euh, on a mis une paroi isolée, donc une paroi, voilà, adiabatique, une paroi adiabatique, parce que paroi diathermane permet justement l'échange de chaleur. Ici, c'est une paroi adiabatique, c'est-à-dire que ça permet de ne pas laisser échapper la chaleur, mais on est dans un système réel. Donc il y a quand même comment on appelle ça, des pertes de chaleur. Bon, il faudrait isoler comme ceci. Hein. Attention que les savants avant, soit ils isolaient ou ils n'isolaient pas. C'est ça qui a donné le fameux CM, chaleur massique à pression constante et à volume constant. Voilà, ils distinguaient différentes chaleurs suivant que le bac était ici ouvert ou fermé. Hein. S'ils isolaient complètement, ben, ils n'avaient pas la même chose que s'ils n'isolaient pas. Donc on définissait un C à pression constante et à volume constant. C'était voilà, une légère petite différence. Voilà, mais moi je parle dans le cadre où si vous fermez tout. Voilà. Si vous fermez tout, à ce moment-là, vous êtes dans un système isolé, mais pas parfaitement isolé, parce que vous avez affaire à ce qu'on appelle, malgré tout, que ce soit adiabatique. Je m'excuse. Voilà, je sais plus ce que je disais. Bon voilà, je disais que, je sais plus qu'est-ce que je disais. Ah oui, voilà, je disais que si, ouais, c'est pas parce qu'on a une paroi adiabatique qu'il n'y a pas d'échange, hein, parce que c'est normal, on est dans un système réel. Dans tout système réel, il y a quand même malgré tout des fuites. Hein. Il y a des fuites. Tout système réaliste, ben, il y a toujours des fuites. Toujours, toujours, toujours. On n'est pas dans un système parfait, idéalisé. On a, voilà, le monde réel n'est pas un monde idéalisé. Hein. Le monde réel n'est pas un monde idéalisé. Voilà. Ce que vous apprenez, par exemple, à l'école, est un monde. Ça, c'est si je veux philosopher un tout petit peu. Si ce que vous apprenez à l'école, c'est un monde, on va dire, réaliste. Mais dès le moment où vous sortez de ce monde, ben, vous n'êtes plus dans un monde idéaliste, mais dans un monde réaliste. Voilà, vous êtes confronté au monde réaliste, où tout ne se passe pas comme on vous a appris, tout ne se passe pas. Je dirais même que beaucoup de choses se passent différemment de ce qu'on vous a appris. Hein. Voilà. Entre le monde réel et le monde idéalisé qu'on vous apprend à l'école, c'est deux mondes différents. Bon, comprenez que le vrai monde, c'est le vrai monde réaliste. Et donc, c'est ça qu'il faut s'adapter. Si on doit combattre certaines choses, c'est au niveau du monde réaliste. Les combats se feront beaucoup plus dans le monde réaliste. Voilà. Parce que il n'est pas idéalisé comme on en voit les concepts à l'école. À l'école, on vous apprend beaucoup de choses qui sont idéalisées, mais en vérité, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Et donc ici, c'est la même chose. Beaucoup de choses sont idéalisées, mais en réalité, dans les appareillages, il y a beaucoup de pertes. Hein. Par exemple, quand on dit un corps pur, ben un corps pur, ça n'existe pas. Vous comprenez qu'un corps est toujours mélangé à des choses. Même si vous faites une purification au maximum, vous avez toujours voilà, un corps avec un minimum de mélange.
vous avez un minimum de mélange. Donc vous n'avez forcément pas un vrai corps pur. Un état d'équilibre à 100%, ça n'existe pas, parce qu'en fait, à la moindre molécule, on peut aller voir une moindre molécule qui peut vous contredire que le système n'est pas en équilibre. D'où le point de vue macroscopique qui va vous dire que vous êtes en équilibre quand on a une température homogène partout. Maintenant, il ne s'agit pas d'attendre 10 heures, parce qu'à ce moment-là, je vous dis qu'on a une paroi qui laisse échapper de la chaleur. Il y a des fuites de chaleur. Donc, au bout de 10 heures, l'état d'équilibre, vous n'avez plus un état d'équilibre. Hein. Vous avez justement subi le système a subi une transformation là. Parce que là, si la température change, ben voilà, c'est acté comme une transformation. Rappelez-vous qu'un système évolue quand on a une ou plusieurs variables qui changent. Hein. Au minimum 2. Parce que j'ai généralement des variables dépendantes et indépendantes. Minimum 2. Si une variable, évolue, c'est parce qu'en fait, il y a probablement une relation entre une autre variable, ou une ou plusieurs autres variables, mais au moins une, c'est-à-dire qu'on a une variable indépendante et une variable dépendante. Par exemple, si je prends la calorimétrie, delta Q est égal à MC delta T, si la masse est constante, j'ai placé la masse. Le C, il est constant, bien sûr, le C de l'eau, il est constant. Il suit une loi comme ceci, de 0 à degré, de 0 à 100, ça fait quelque chose comme ça, bon, voilà, de 0 à 100. Le C, il fait ça, de 0 à 100. Ce qui veut dire qu'il a une variation d'1%. Mais on considère que, malgré tout, c'est constant. On considère que c'est comme si on avait une constante ici. C'est comme si on avait une droite. Mais on n'a pas une droite. C'est comme si on avait le C, voilà, en fonction de la température. Voilà. Si je me suis trompé, c'est la température. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. C'est 100 degrés, pas 100%. Je vais le faire ici, correctement. C'est vrai qu'on ne voit pas trop clair ici, c'est trop petit. Je vais mettre un axe. Voilà. Un axe comme ceci. Voilà. Une flèche comme ceci. Et une flèche comme ceci. Voilà. Alors là, bien sûr, c'est la température. Que je vais appeler T degrés. Ici, le C, c'est le C. C'est la chaleur massique. Alors, la chaleur massique, elle va avoir une allure de 0 à 100, plus ou moins comme ceci. Elle va varier de, on va dire, de 1%. Par rapport, bien sûr, à ceci. Ça, c'est le C idéalisé, qu'on considère comme constant. Et pour l'eau, il vaut 4,18. Hein. Voilà. C'est la fameuse valeur que vous avez ici, 4,18. Hein. Pour l'eau. Mais ça varie un tout petit peu. Voilà. Mais ça varie de où à où, mais de 0 à 100. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais en dessous de 0, c'est une autre valeur. Hein. Je vous montrerai que pour la glace, voilà, ça vaut plus 4,18 hein, pour la glace. Et au-dessus de 100, au-dessus de 100, vous êtes au-dessus de la température d'ébullition. Hein. Ah, bien sûr, à pression atmosphérique. Je me situe à pression atmosphérique parce que la température et pression sont liées. Si vous changez de pression, si vous changez, voilà, température et pression sont liées. Température et pression sont liées. Si vous voulez savoir comment elles sont liées, ben, vous avez les courbes des substances. En l'occurrence, ici, comme c'est de l'eau, ben, on a la courbe, les courbes qui sont comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. Là, on a le point triple. Ici, il s'agit du point triple de l'eau. Et bien sûr, ça fait ceci. Là, on a l'état solide. C'est la zone d'état solide. Là, on a l'état liquide.
c'est la zone d'état liquide. Bien sûr, ici, on a le point critique. Point critique. Voilà. Et là, c'est le point triple. Et maintenant, les vapeurs, ou si on est très loin, en tant que... les gaz, ils sont là. Quand on est proche de l'état liquide, c'est une vapeur. Hein. Mais sinon, si on est très loin de l'état liquide, on est gaz. Et voilà, et les gaz sont là, si vous voulez. Et l'eau, toutes les substances, c'est ça. Hein, c'est comme ça. On peut passer d'une transformation de l'état solide à l'état liquide, voilà, en passant, bien sûr, par un changement d'état ici. Puis de liquide à... si on fait évoluer la température, on passe à l'état gazeux. Voilà. Mais attention qu'ici, je peux avoir une sublimation directe. Hein, parce que je passe de l'état solide à l'état liquide, comme ceci. Alors, donc ici, si j'ai une température et pression sont liées. Température et pression sont liées. En fait, on va dire que c'est comme deux frères jumeaux qui sont toujours ensemble. On ne peut pas parler de température sans parler de pression. Et on ne peut pas parler de pression sans parler de température. Pression et température sont liées. Donc, c'est deux variables qui caractérisent un système thermodynamique qu'on appelle voilà, des variables d'état. Ce sont des variables d'état. Mais elles sont... l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Ce qui veut dire que... pourquoi je parle de ça? Parce que si maintenant vous dites que l'eau bout à 100 degrés, ouais, l'eau bout à 100, voilà. Ça c'est 100 degrés. Hein. L'eau bout à 100, ouais, mais à pression atmosphérique. Parce que si vous n'êtes pas à pression atmosphérique, ici c'est PATM, hein, je vais mettre ici PATM, pression atmosphérique. Mais si vous n'êtes pas à pression atmosphérique, je vais changer de pression. Voilà. Mais elle bout, l'eau ne bout plus à 100, mais à une température qui est au-delà de 100. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais que pression et température sont intrinsèquement liés l'un à l'autre, comme deux frères jumeaux qui se suivent et qui sont toujours ensemble, ou deux sœurs jumelles qui sont toujours ensemble. Parce que voilà, c'est les caractéristiques pression-température sont liées. Elles sont liées au travers de la courbe là. Et cette courbe là est valable pour n'importe quel type de substance. Hein. Mais il y a des petites variantes. Il y a des petites variantes. Je peux vous les montrer, ces petites variantes, mais c'est pas le but de la vidéo ici. Mais en tout cas, pour l'eau, c'est cette variante-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le C, il est variable il varie d'1%. Le 4,18 ou 4,184 ou 4,185 varie de 1% sur une échelle de température de 0 à 100. Maintenant, si vous êtes au-delà de 100, le C n'est plus le même. Hein. Voilà, vous avez un C qui est tout autre. Si vous êtes en dessous, voilà, en dessous ici, voilà, ici, dans la zone là-bas, le C ne vaut plus ceci. Hein. Alors là, je suis à l'état solide, le C vaut 4,18 à l'état solide, si vous voulez. Voilà. Parce qu'au-delà de ça, ce n'est plus 4,18. Et en dessous, c'est pas 4,18. Non, je m'excuse, il est liquide. Liquide, ouais, je m'excuse. C'est quand 4,18, c'est quand il est liquide. Je m'excuse. C'est quand il est liquide. Ça veut dire que là, on a 4,18 pour l'eau. On a 4,18 pour l'eau. Quand je dis 4,18, c'est 4,184, 4,185 ou 4,186, suivant la précision que vous voulez. Donc quand il est à l'état liquide, ouais, c'est proche, ça vaut environ 4,18. Environ. Ça varie de 1%. Environ. Ça varie de 1%. De 0 à 100. Mais on considère que c'est constant. Bon. Tout ça pour vous dire quoi? Le C, il est considéré ici comme constant. Le M, ici, il est considéré comme constant. Voilà. La température, voilà,
on met un agitateur qui va agiter voilà, la solution, va agiter la solution pour harmoniser le tout, donc toute la solution, toute la substance, tout, ici en l'occurrence c'est de l'eau, tout l'eau à une température constante. Donc on essaie d'atteindre un équilibre physique. Quand on a la température qui est harmonisée partout, elle n'évolue plus. Et pour ça, il faut la maintenir justement constante à un moment donné. Eh bien, c'est à partir de là qu'on peut commencer à faire du laboratoire. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un agitateur. Il y a besoin d'un agitateur pour cette raison-là. On essaie d'harmoniser d'abord et avant tout. Une fois que c'est harmonisé, bien sûr, on peut le faire le laboratoire à système ouvert ou système fermé, donc en fonction d'un CMP ou CMV. Chaleur massique à pression constante ou à volume constant. Voilà, ici, moi je me mets à fermer. Et là, à ce moment-là, une fois que vous avez la température, ben, là, à ce moment, vous faites subir au système une transformation. Et la transformation, ben, vous passez d'une transformation T1 à une température T2. Mais comment? Mais, il y a une certaine cause qui est la chaleur. Vous apportez une certaine chaleur. Voilà, vous avez passé d'une chaleur Q1 à une chaleur Q2. Et bien sûr, le Q2, l'état 2, revient à l'état 1, aux mêmes conditions que l'état 1, c'est dans le sens, pas dans les mêmes valeurs, dans le sens, il faut rééquilibrer le tout. Il faut rééquilibrer tout. C'est-à-dire que il faut pas. C'est pour ça que je disais il faut bien acter en finalité, parce que il faut que les équilibres soient. Chaque transformation doit être un état d'équilibre. Donc je veux dire, c'est pour ça que je vous dis que quand acter avec précision à laboratoire, c'est de dire bon, là j'ai une température, j'apporte une chaleur Q1. J'apporte une chaleur Q1, elle va évoluer en fonction du temps, cette chaleur, parce que cette chaleur est dépendante du temps. Voilà, généralement, on met un apport calorifique à débit constant. Donc, ça veut dire que quand la température évolue, enfin, quand le temps, je m'excuse, ça c'est le temps, quand le temps évolue, mais la chaleur évolue suivant, bien sûr, une puissance calorifique donnée en watts minute, en watts ou en wattheure. Voilà. Il faut repasser par voilà, pour qu'est-ce qui va lier la chaleur au temps, mais c'est des notions de voilà de consommation énergétique voilà, et calculée sur base d'une unité de temps, sur base d'une unité de temps. Et grâce à ça, vous créez une base de temps, soit la minute ou l'heure, ou peu importe, genre, ou 5 minutes ou 10 minutes, vous créez une base de temps et vous dites que bon, la chaleur va monter en 5 minutes d'un point A à un point B. Attention que ça, c'est pas le 0 degré. Point A, on est peut-être à 15 degrés ici. Voilà. Elle va monter de 15 à, je sais pas moi, 17 degrés, j'invente. Voilà, elle va monter de 15 à 17 degrés par un apport de chaleur en fonction du temps. Ça, on met un débit à volume constant. Ça veut dire qu'on a une loi linéaire. Et il faut pour ça nécessairement avoir une loi linéaire de la chaleur en fonction du temps. Une fois qu'on a ça, ben à ce moment-là, on a la loi qui va dépendre linéairement. Quand je dis la loi, c'est delta Q est égal à MC delta T, va répondre linéairement par rapport à la variation de chaleur va répondre linéairement par rapport à la variation de chaleur. Parce que à la base ici on a un apport de chaleur qui est linéaire via un apport calorifique à débit constant. Voilà. Ceci étant dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Quand on a toutes ces conditions-là, ça veut dire on doit avoir cet apport calorifique à débit constant le plus, voilà, qui doit apporter sa chaleur non pas de manière n'importe comment. C'est pas qu'à un moment donné, elle apporte 5 wattheures et puis à un moment donné 2 wattheures, puis à un autre moment donné 3 wattheures. Bon, là, faut rester, voilà, faut rester, voilà, réaliste. Enfin, comment est-ce qu'on appelle ça? Il faut rester raisonnable.
On fait pas n'importe quoi dans un laboratoire. Donc, c'est pour ça que je dis que le contrôle de début de chaleur est quelque chose de fondamental pour le laboratoire. Si vous faites un laboratoire et que vous ramenez n'importe quoi comme chaleur, une fois 5 wattheures, une fois 2 wattheures, une fois 3 wattheures, bon, ça rime à rien tout ça. Hein. Il faut un apport calorifique à débit constant. Voilà. Et alors, à ce moment-là, quand vous avez fait un apport calorifique à débit constant, j'apporte Q1 à un instant donné T1 par rapport au nombre de wattheures que je veux apporter. Voilà. Et à un moment donné, je fixe T1. Donc je commence à comptabiliser le temps à partir T1 égale T0. T1 égale T0. Voilà. Je commence à comptabiliser ici. Parce que généralement, c'est pas qu'on appuie sur le bouton de chauffage et après on comptabilise directement. Non, je vous ai dit, il faut atteindre un équilibre thermique. Il faut atteindre un équilibre thermique, ce que j'appelle un équilibre physique. Donc pour ça, on chauffe un petit peu avant. Hein. Vous allez chauffer. Si vous voulez, par exemple, ici, T1 vaut, je sais pas moi, vous voulez 20 degrés, partir à partir de 20 degrés, il n'y a pas de problème. Alors, commencez à chauffer à 15. Vous commencez à chauffer à 15, puis voilà, une fois que vous avez 20 degrés, à ce moment-là, vous commencez à mettre le chrono. T0, c'est le temps de comptabilité du chrono. T0. Voilà. Alors, à ce moment-là, bon, on a une succession d'étapes, d'évolution. On a une évolution infinitésimale, si vous voulez. Et on s'en fout de ça. On s'en fout. Oui, on va passer à T0, T1. Le chrono va commencer à comptabiliser. T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Voilà. Et on s'arrête, je sais pas moi, après à un temps, je sais pas moi, après 5 minutes, 10 minutes. Voilà. Et ce temps T fin, T final, ce temps final va dépendre de la température que vous voulez. Si vous montez, voilà, jusque, vous voulez monter de 10 degrés, le système final, voilà, c'est 30 degrés. Et on s'en fout de l'état 21 degrés, on s'en fout. Mais c'est quand même un état d'équilibre. Hein, 21. Puis on continue à chauffer, on a 22, ça évolue. Puis on a quelque part un système qui évolue, c'est un système infinitésimal de système d'équilibre. Hein. Voilà. Mais on ne regarde pas ce qui se passe en infinitésimal, on regarde situation initiale. Ce qui va nous importer aussi, c'est pas tout ce qui va se passer entre les deux, voilà, parce qu'on sait bien que ça va évoluer. Hein. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, voilà. Et arriver à 30, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est la température finale, en démarrant de 20. On démarre de 20 pour aller à 30. Donc là, à ce moment-là, ce qui m'importe, c'est le système initial, le système final pour lequel on veut aller. On va aller où? À 30 degrés, on s'arrête à 30 degrés. Et peu importe ce qui s'est passé entre-temps. On ne regarde pas ce qui s'est passé entre-temps. Parce que ce qui s'est passé entre-temps, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Mais on s'en fout. On ne regarde pas séparément les systèmes infinitésimaux qu'il y a voilà, entre-temps. On regarde le système initial et le système final. Et le restant, on s'en fout. Voilà. Mais ici, le chrono, vous allez me dire, est-ce que c'est intéressant? Non, parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est les températures. Et ce qui peut nous intéresser, c'est Q1, Q2. Parce que ici, pour arriver à 30, le Q2 a évolué pour arriver à Q2. Bien sûr, avec un temps T final. Hein. Au temps T final, on a Q2. Donc ça veut dire qu'ici, la chaleur et le temps sont intimement liés. Ici, chaleur et temps sont intimement liés via un débit constant. Un débit, un apport calorifique à débit constant. De manière linéaire. Et à ce moment-là, on a une bonne liaison linéaire entre le temps et la chaleur. Et donc, fatalement, on a bien une belle relation linéaire entre delta Q est égal à MC delta T. Ouais, en total, il faut que ce soit linéaire déjà ici. Si ça c'est linéaire, là il n'y a pas de problème, on a une loi linéaire. Mais si vous faites n'importe quoi, une fois vous apportez 5 wattheures, une fois 2 wattheures, une fois 3 wattheures, à ce moment-là, je vous dis la vérité,
c'est du n'importe quoi. Il faut une relation linéaire en fonction du temps. Chaleur-temps doit être lié par une relation linéaire. À partir de là, bon, on est dans les règles de l'art pour faire de la calorimétrie. Voilà, alors tout ça pour vous dire quoi? Mais si je reprends le calorimètre, je vous ai dit que bon, c'est un système avec des parois adiabatiques pour éviter tout échange, le minimum d'échange avec le milieu extérieur, minimum d'échange. Bien sûr, il y a un saut calorimétrique qu'on pose, il y a tout de matériel pour poser, hein, voilà, bon, et ça il faut en tenir compte quand on fait les calculs de calorimétrie, quand on fait du laboratoire au moins, voilà, et on met une masse d'eau. Alors vous allez me dire, ben, l'eau, pourquoi on met de l'eau? Ben, déjà l'eau on en connaissait, bon, l'eau d'abord, on peut mesurer, même une autre substance, hein, je peux mettre une autre substance, mais ici, pour l'eau, pourquoi utiliser l'eau ou une autre substance de connue? Parce que le tout, c'est de connaître. On connaît, il faut connaître ce qu'on va mettre. La masse, elle est connue, elle est contrôlable. Le C, ben, il est contrôlable. Soit je fais un CMP ou CMV, soit à volume, en fermant ou en ouvrant. Voilà. Peu importe, ici, je vais l'appeler C, mais je dirais même C0 parce que j'utilise de l'eau. Voilà, et on va contrôler la variation de température via la chaleur qu'on va apporter. Voilà. Donc tout est contrôlable ici. Ce qui veut dire, si tout est contrôlable, ça veut dire que je sais où ce que je vais. Le scientifique qui va faire le laboratoire là, le laborantin, l'étudiant qui va faire le laboratoire de calorimétrie, ben, il sait où ce qu'il va. Dans le sens où tout est déterminé. Ben, qu'est-ce qui est déterminé? Je vais vous le dire, la masse. Qu'est-ce qui est déterminé? Ben, c'est zéro, on sait bien que c'est l'eau. Et depuis longtemps, on connaît le C de l'eau. Je vous l'ai dit qu'il y a plusieurs savants ont trouvé ces valeurs-là au fur et à mesure. Et en finalité, on a trouvé une valeur 4,18 avec une certaine précision. Donc, on connaît. Bon, il n'y a pas de problème de ça. Qu'est-ce qu'on connaît aussi? On sait contrôler la variation de température en fonction d'une variation de chaleur à débit constant. Donc ici, je connais tout. Je connais tout. C'est-à-dire, le laborantin, là, il a quelque chose de connu. Il a quelque chose de connu. Alors, pourquoi il a quelque chose de connu? Mais c'est simple. C'est simple. Parce que, qu'est-ce que c'est que le calorimètre? D'abord, le calorimètre, quand vous entendez mètre, ben c'est des appareils de mesure. Bon, c'est un appareil de mesure. Comme on pourrait dire un voltmètre. Comme on pourrait dire un ampère-mètre. Comme on pourrait dire un ohmmètre, etc. Bon, calorimètre, c'est un instrument de mesure. Bon, un instrument de mesure de quoi? Le voltmètre mesure les volts, donc la tension. Un ampèremètre mesure les ampères. Un ohmmètre mesure les ohms. Je vous rappelle que bon, Volt, c'est un monsieur, hein, monsieur Volta. Voilà. Ohm, c'est monsieur Georges Ohm, et Ampère, c'est monsieur Ampère. Bon, voilà. Tout comme on a le Joule qui est monsieur Joule. Ce sont des savants qui ont eu leurs unités ou leurs noms dans des appareils de mesure. Voilà. Maintenant, calorimètre, calor, ça veut dire chaleur. Bon, maintenant, ceci étant dit, calorimètre, c'est un appareil de mesure. Il faut le savoir, ça. Voilà, c'est un appareil de mesure. Alors, pourquoi j'insiste que c'est un appareil de mesure? Parce que, justement, l'astuce, elle est là. Toute l'astuce de la calorimétrie, enfin, une grosse partie de l'astuce, non, toute l'astuce de la calorimétrie, là, c'est un appareil de mesure, et donc, les appareils de mesure, on peut faire des mesures par ce qu'on appelle des méthodes de comparaison. Des méthodes de comparaison. C'est valable en électricité, en électronique, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Parfois, il y a quelque chose de connu. Voilà. Il y a le connu. Et il y a l'inconnu. Le but d'un appareil de mesure, c'est de trouver l'inconnu. Un appareil de mesure, son but, c'est de rechercher quelle est la valeur inconnue. Mais si maintenant, vous aidez l'appareil de mesure, vous l'aidez, écoute, ben, on va faire une mesure par rapport à quelque chose de connu. Tiens, je te donne quelque chose de connu. Maintenant, compare-moi par rapport à l'inconnu. Et il s'avère que par des méthodes de calcul, on peut trouver cet inconnu connaissant le connu. Voilà, on a l'inconnu,
On a l'inconnu qu'il faut rechercher, que l'appareil de mesure doit mesurer, qui est inconnu. C'est une valeur. Bon, quand vous mesurez quelque chose, vous ne savez pas ce que c'est. Mais il y a le contrôlable, il y a ce que vous avez vous pouvez contrôler, c'est ce qu'on appelle le contrôlable qui est connu. Alors moi, ici, justement, qu'est-ce qui est connu ici? La masse d'eau, elle est connue. Hein. Le C de l'eau, il est connu. La variation de température, mais elle est connue. Il suffit d'apposer un thermomètre, hein, bien sûr, qui fonctionne. Voilà. J'appose un thermomètre qui fonctionne. Donc vous voyez qu'ici, là, il y aura un thermomètre et un agitateur. Hein. Voilà, il y aura... là, ça c'est le thermomètre, dans mesurer la température. Donc en mesurant la température, je peux contrôler la température. Hein. Et via la source de chaleur, à débit constant, je peux aller d'une température A à une température B. Je peux les faire évoluer, je peux avoir une conduite des opérations. Je vais conduire les opérations, il me faut une température T. Voilà, je vais contrôler la variable. Je vais manipuler la variable Q de telle manière à contrôler la variable T. Donc, je la maîtrise, cette variable-là. La variable température, je la maîtrise via l'apport de chaleur à débit constant. Donc, voilà, je lui donne une certaine valeur ici, et j'atteins une certaine valeur de température, d'un état 1 à un état 2. Donc, tout ça, c'est du contrôlable. Qui dit contrôlable, ça veut dire que bon, c'est de la maîtrise. On maîtrise le contrôlable. Et donc, si on maîtrise, ça veut dire que on peut connaître ces paramètres. Je les connais. Moi, je mesure la masse. Je sais faire ça. Je contrôle ça. Le C de l'eau, il est connu. Voilà, il est connu comment par justement la calorimétrie. Hein. Via un autre laboratoire, vous pouvez trouver le C0. Je vous montrerai comment on trouve le C0 via un laboratoire. Hein. De toute façon, c'est l'expérience de Joule. Hein. Le C0, c'est l'expérience de Joule. Hein. Allez voir l'expérience de Joule, je l'ai déjà faite, avec un poids qui tombe d'une certaine hauteur. Voilà, on a l'équivalent mécanique de la calorie. Et donc, le C0, il est connu. Delta T, il est contrôlable, parce qu'en fait, je compte... voilà, j'applique voilà, une certaine quantité de chaleur, mais je maîtrise la température. Donc j'aurai une variation de température de T1 à T2 qui sera T2 moins T1. Donc tout ceci c'est contrôlable. Donc voilà, ce qui veut dire que ça c'est du contrôlable, c'est-à-dire c'est du connu. Voilà. Donc c'est du connu. Donc je vais faire maintenant, il suffit que j'ai quelque chose d'inconnu pour que je le trouve. Hein. Alors, ce quelque chose d'inconnu, je vais vous montrer c'est quoi. Alors, quand on appose quelque chose d'inconnu par rapport à quelque chose de connu, dans les appareils de mesure, que ce soit... C'est valable pour beaucoup d'appareils de mesure. Hein. Je peux vous montrer des méthodes de comparaison pour les appareils électriques ou les appareils de... Voilà, de pression ou peu importe. Hein, quel que soit le type d'appareil de mesure, je peux vous montrer qu'il existe de nombreux appareils de mesure basés sur des méthodes dites de comparaison. Voilà. Si vous faites de la métrologie, oui, eh bien, vous allez étudier certains appareils de mesure. Et dans un... j'espère que je ne me trompe pas, c'est de la métrologie, normalement, oui. Ouais, métrologie, ouais, ça doit être ça. Hein. Enfin, il faut regarder dans un dictionnaire. Normalement, la métrologie, on étudie normalement, parce que là j'ai une petite confusion, je me demande si on n'étudie pas les mesures. Enfin, quand on étudie les appareils de mesure, on a étudié les appareils de mesure, de facto, quel qu'il soit l'appareil de mesure, un appareil déprimogène, mesure de pression, mesure de ce que vous voulez, de tension, mesure de courant, mesure, voilà, on peut même mesurer des fréquences ou ce que vous voulez par des méthodes de comparaison. Hein. Méthode de comparaison, c'est une méthode très archi connue dans les études des appareils de mesure. Hein. Vous allez étudier un appareil de mesure, si vous ne passez pas une fois par une méthode de comparaison, je veux dire, c'est que vous n'avez pas vu les appareils de mesure. La première des choses quand on étudie, bon, les appareils de mesure, oui, ce sont comment on appelle ça, les erreurs des appareils de mesure, oui, je suis d'accord avec ça. Oui, il y a elles sont basées sur des méthodes de calcul, oui, il n'y a pas de problème. Mais aussi, c'est surtout que il y a des méthodes de mesure. Et que de nombreux appareils de mesure, c'est pas propre à la calorimétrie, c'est propre à la métrologie. J'espère que je ne me trompe pas, j'irai voir dans le dictionnaire tout à l'heure.
c'est propre à la métrologie. Voilà. Voilà. Et donc, là, vous trouverez dans les appareils de mesure, ben, des méthodes dites. Mais il y a plusieurs méthodes. Hein, bon, il y a plusieurs méthodes dans les appareils de mesure. Hein, bon, voilà. Là, voilà. Et il existe différents types de méthodes hein, dans les appareils de mesure. Il y a ce qu'on appelle les méthodes de déviation avec déformation d'un ressort. Voilà la méthode d'opposition. Méthode d'opposition, on oppose une grandeur connue à celle que l'on veut mesurer. Hein. Et donc ici, la méthode de comparaison pourrait être une méthode d'opposition. Hein. Voilà, il y a les méthodes du zéro asservi, la méthode, des méthodes numériques. Bon, ici je vous dis tout de suite que c'est pas une méthode numérique, hein, puisque en fait il s'agit du calorumètre. Quoi qu'on pourrait numériser, ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, parce que bon, numériser dans le sens de mettre des comparateurs électroniques. Voilà, une commande électronique de chaleur, voilà, avec des sondes, non plus des thermomètres à mercure, mais des sondes thermométriques électroniques. Voilà, avec des prises de mesure électroniques. Donc tout est électronique dans la prise de mesure du calorimètre. Avec une gestion électronique. Une gestion électronique, un calcul électronique. Et bien sûr, une commande électronique. Vous mettez une variation de chaleur, elle va s'arrêter dès le moment où vous avez fixé la valeur finale de la chaleur. Et donc, il y a un comparateur va venir stopper quand il va détecter la température finale, vu que vous lui avez introduit puisqu'on est dans le numérique, vous introduisez voilà, une valeur finale, ben, il va atteindre cette valeur finale et il va faire le calcul valeur finale qui détectera via un comparateur. Hein. Voilà, voilà. Donc, la méthode de comparaison peut être appelée voilà, méthode d'opposition. On oppose. Voilà. Il existe la méthode de déviation, méthode d'opposition, méthode du zéro asservi. Et il y a des méthodes numériques. Alors à ce moment-là, on mettrait tous les appareillages numériques plus des commandes, hein, des commandes, voilà, des systèmes commandés avec régulation qui permettent de détecter, je veux dire, la température à un temps vraiment précis. Voilà. Mais ici, on est dans la méthode de comparaison. Alors, qu'est-ce que ça a à voir cette méthode de comparaison? Ben justement, c'est pour trouver voilà, le calcul ici. Hein. On a dans un calorimètre renfermant 500 grammes d'H2O. Alors, revenons à ceci. Donc on a une méthode de comparaison, on va avoir du connu, qui est l'eau. Hein, l'eau, on va maîtriser toutes les variables hein, voilà, de l'eau, MC, delta T. Voilà. Maintenant, on aura de l'inconnu, je vous le dis tout de suite. Alors, avant ça, je vais vous montrer un petit truc. Qu'est-ce qu'on peut mesurer avec un calorimètre? On peut mesurer des masses, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux faire des calculs où je mesure les masses. Parce que dans delta Q, je vous l'ai dit dans une des vidéos, delta Q est égal à MC delta T. Ben, on peut mesurer des variations de température, on peut mesurer des C de substance, on peut mesurer des masses, on peut mesurer des variations de chaleur. Ouais, mais pas que. Pas que. Pourquoi?
Parce que quand on prend une substance, quelle que soit la substance, quand on chauffe une substance, il y a des conséquences du chauffage. Bon, on peut chauffer, je vous l'ai dit tout à l'heure, à débit constant, en fonction d'un apport de chaleur en fonction du temps. Donc, j'apporte en fonction du temps une certaine chaleur. Quand on augmente voilà, on part d'ici par exemple, on augmente la chaleur, que fait la température? C'est normal qu'elle monte. Vous chauffez, on a la formule delta Q est égale à mc delta T. Bon, et Q, c'est un apport calorifique à débit constant, c'est-à-dire que bon, on aura un certain wattheure voilà, constant qui va rentrer en fonction du temps. Voilà. On a Q est égal à mc delta T. Alors, si on élève la chaleur, qu'est-ce qui va se passer? La température va augmenter. On va passer d'une température T1 à une température T2. Bon. Vous continuez à chauffer, ben, on va voir la température qui va augmenter. Mais pas éternellement. Hein. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle un changement d'état. Voilà. Et là, elle se fait à température constante. Voilà. Donc, bon, il n'y a que 3 états possibles. Hein, je vous dis. Oui, il y a l'état condensé, mais c'est un état spécial. Il y a solide, et puis il va passer à l'état liquide. Donc ici, c'est le passage solide-liquide. Et puis, quand il a ça, ben, là, on est en état liquide. Et puis, on a un changement voilà, d'état pour finir, l'état gazeux. Là, l'état gazeux, vous continuez. Donc, je veux dire par là que où aura lieu cette loi-là? Delta Q est égal à MC delta T. Où aura lieu cette loi-là? Ben, à 3 endroits différents. Cette loi-là aura lieu à 3 endroits différents. Je vais vous montrer tout de suite. Donc apporter de la chaleur ne signifie pas toujours augmentation de température. Hein. Voilà. Ça signifie augmentation de température. Là, bien sûr, là, j'ai une élévation de température ici. L'élévation de température, elle a lieu ici. J'élève la chaleur à débit constant jusqu'ici. Donc au fur et à mesure que on élève la chaleur s'élève en fonction du temps. On élève la chaleur, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Ben, vous augmentez la chaleur, on a Q est égal à MC delta T. Donc on a delta Q est égal à M fois C fois delta T. Ou, mais pour l'instant, je l'ai en 1. En 1. Quand j'appelle 1, c'est de A. J'aurai la loi là de A à B. De A à B. Donc ça veut dire, quand on élève
la chaleur, mais la température monte. On va passer de TA à TB. Voilà. Et si je suis ici un point intermédiaire, I, j'aurai TI. Voilà. Donc la température, la chaleur augmentant, ben on a la loi delta Q égale à MC delta T. Bon, on arrive, voilà, jusqu'en B. Mais en B, c'est fini. Parce que là, chauffer, 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 à un moment donné, il passe de solide, voilà. Et là, on voit bien qu'il y a une zone, ici, cette zone-là, on n'a plus d'élévation de température. Donc on n'a plus cette loi-là. Cette loi-là n'est plus appliquée. Cette loi-là n'est plus appliquée. Alors je vais vous dire c'est quoi cette loi-là. Ben, c'est une seconde loi qui est ressemblante à ça, mais qui n'est pas, puisque la température devient, si vous voulez, un invariant. Donc il n'y a plus de variation de température, puisqu'il n'y a pas de... Voilà, ça devient un invariant. Donc la loi là, ça devient delta Q est égal à M fois la chaleur de changement d'état. Bon, j'ai plus tellement de place. Je vais reculer ça. Ceci, je vais l'écrire. Delta Q est égal à MC delta T. Bon, je vais l'écrire tout de suite. Delta Q est égal à M fois C fois delta T. T degrés, bien sûr, hein, c'est pas le temps. Voilà. Alors, cette loi-là, elle a lieu, mais quand le corps est solide. Elle a lieu quand le corps est liquide. C'est-à-dire du point C au point D. Là, le corps il est liquide. Le corps est liquide. Puis là, de D à E, c'est pas le cas. Hein. Là, on a un changement d'état. Et puis de E jusqu'à des températures très hautes, bien, on a la loi là. Donc, où aura-t-on la loi ici, où aura-t-elle lieu? Où sera-t-elle applicable? Elle sera applicable de A à B, de C à D, voilà, et quand on a voilà, du gaz, voilà, du gaz ici, donc elle sera applicable ici, quand on aura du gaz ici, on aura du gaz. Voilà. Donc à chaque, si vous voulez, à chaque droite montante, c'est ça que je veux dire. À chaque droite montante, ben, on aura l'application de la loi delta Q est égal à MC delta T. Bien sûr, il y a des C qui diffèrent. Hein. Le C solide n'est pas le C liquide, le C liquide n'est pas le C gazeux. Le C est variable. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a la chaleur ne va pas forcément être une cause de variation de température, parce qu'en changement d'état, il n'y a pas de variation de température. Donc à ce moment-là, il y a une seconde loi qui apparaît. Et cette loi, elle apparaîtra où tout d'abord? De B à C, c'est le changement d'état solide-liquide avec un titre voilà, liquide qui va augmenter par rapport au titre solide. Et on a aussi cette loi-là qui apparaît ici, de D à E. De D à E. Qui est le changement d'état
liquide vers gaz avec un titre liquide qui va diminuer au fur et à mesure que le titre de vapeur augmente. Alors que pourquoi je dis vapeur? Parce que justement on est proche de l'état, on est proche, on a une vapeur qui est humide, bon il contient de l'humidité, mais on a une vapeur qui n'est pas humide, qui est sèche, à ce moment-là elle ne contient pas d'humidité. Et si elle ne contient pas d'humidité, elle est quand même vapeur parce qu'on est proche de l'état liquide. Alors si on est très loin de l'état liquide, on a un gaz, hein, purement gazeux. Voilà, c'est ça la différence. On va dire que l'état vapeur, soit l'état vapeur c'est un gaz avec du liquide dedans, ou la vapeur est aussi un gaz, mais proche de l'état liquide. On est proche de l'état liquide. Maintenant, une fois qu'on est éloigné de l'état liquide, c'est un gaz complètement. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai une loi qui apparaît, et cette loi-là, c'est le delta Q, en changement d'état, ne dépend pas de la, ne crée pas de variation de température, parce que je vous ai dit que la chaleur, c'est une cause. La variation de température, c'est un effet. Mais on n'a pas d'effet de variation de température en changement d'état, puisqu'on a m fois chez ces changements d'état, que je vais appeler m chaleur de changement d'état. Changement d'état. C'est le m de changement d'état. C'est le C de changement d'état. Voilà. Et ces changements d'état, mais n'est pas le même. Ici, le changement d'état, on passe de solide à liquide, ici, de solide à liquide. C'est ce qu'on appelle la chaleur de changement d'état, c'est la chaleur de fusion. Maintenant, si vous faites une transformation inverse, ça c'est de B vers C. Si vous allez de C vers B, vous avez liquide vers solide. C'est ce qu'on appelle une solidification. Vous avez la chaleur de solidification, mais qui est égale à la chaleur de fusion. Hein. Égalité. Alors là, on a la chaleur de liquide et gaz, c'est la vaporisation. On a une chaleur de vaporisation. Et maintenant, si vous faites une transformation inverse, vous avez la chaleur de chaleur latente. Quand je dis chaleur de fusion, c'est la chaleur latente de fusion. Ça, c'est la chaleur latente de solidification. Chaleur latente de vaporisation et chaleur latente de liquéfaction. Généralement, il y a à chaque fois L. On ne dit pas CF directement chaleur de fusion, mais chaleur latente, on parlera de C, chaleur latente de fusion. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, maintenant, apparaît une deuxième loi. Donc, en fait, la calorimétrie fait intervenir voilà, deux lois. Mais alors, maintenant, si vous êtes là, vous appliquez, je vais mettre en une autre couleur, si vous êtes là, vous appliquez cette loi-là. Maintenant, vous passez de là, vous êtes entre A et B, maintenant, enfin, vous êtes, c'est pas vous, c'est, voilà, la substance est entre A et B, ben, on applique la loi A. Maintenant, si on arrive en B, là, on a un changement, on commence à avoir un changement d'état, et si on a le changement d'état, ben, là, à ce moment-là, il faut appliquer cette loi-là en plus. Donc, on aura, un, si vous voulez, un delta Q1, Q1, voilà, pour ça, qui sera la loi là. Oui, mais ici, j'ai un delta Q2. Pourquoi je mets... Il faudra décortiquer tous les delta Q pour avoir le delta Q total. J'ai un delta Q2 qui a un changement d'état, donc c'est une loi comme ceci. Bon, maintenant, si vous continuez à chauffer, ben, vous avez un changement. Vous passez en liquide, et là, à ce moment-là, on a ceci. On a un delta Q3. Bon, vous continuez à chauffer, il n'y a pas de problème. Delta Q3 est de type comme ceci. Hein. Une loi comme ceci. Donc vous voyez que vous allez danser entre deux lois. Vous voyez, vous passez d'une loi à une autre, d'une loi à une autre, et ça danse. Hein. Là, vous dansez. Hein. Enfin, vous dansez, ça donne une structure de danse. Hein. Voilà. Alors,
C'est une, voilà, c'est une structure alternative. Hein. Voilà, vous passez d'une loi à l'autre alternativement. Donc voilà, c'est comme une danse. Hein. Voilà, c'est ça que j'ai fait une analogie qui ne devrait pas être ici en science, mais voilà. Donc delta Q3. Maintenant, vous continuez à chauffer, vous êtes entre la substance est entre D et E, ben on a delta Q4. Sous quelle forme? Sous la forme de la loi ici. Donc, entre A et B, on a la loi. Entre B et C, on a celle-ci. Entre C et D, on a de nouveau celle-là. Entre D et E, on a celle-là, de nouveau. Et entre E et E, une température autant qu'on veut, là, à ce moment, on aura cette loi-là. Ça veut dire j'aurai delta Q5. Donc, à chaque fois, on a une pente. À chaque fois qu'on aura une pente, c'est la loi-là. Voilà. Et en absence de pente, ça veut dire on aura voilà, une parallèle à l'axe des temps ou des chaleurs, c'est la loi-là. Mais cette loi-là apparaît deux fois. Elle ne peut apparaître que deux fois. En B, C et D. C'est normal parce qu'on a trois états, et entre les trois états, il y a deux possibilités de changement d'état. Solide vers liquide, enfin, quand on va dans le sens de, voilà, de A vers E, on n'a que deux changements d'état possibles. Hein. Hein, le passage solide vers liquide et liquide vers gaz. C'est-à-dire qu'on a bon, la fusion et la vaporisation. Il n'y a que deux états possibles. Il n'y a que deux états possibles. Donc la loi là est applicable que maximum deux fois, pas plus. Par contre, l'autre loi, celle-ci, est applicable trois fois. Donc une qui est applicable trois fois et l'une deux fois. Ce qui veut dire qu'au total, on a cinq quantités de chaleur. C'est pour ça qu'ici, je note jusqu'à delta Q partira de delta Q1 jusqu'à delta Q5 au maximum. On aura de delta Q1 à delta Q5 au maximum. Donc on n'a que ça, pas plus, hein, en thermodynamique physique ou même thermodynamique si vous jouez avec les moles, voilà, les Kelvin, etc. Température en Kelvin, de Monsieur Lord Kelvin. Bien que vous fassiez de la thermodynamique physique ou de la thermodynamique, là-bas, il n'y a rien qui changera. C'est juste qu'on aura des autres, voilà, des autres, une autre vue. On n'aura pas des masses en kilos, mais on aura N en moles. On n'aura pas Martin, mais Nestor. M, c'est masse. Martin, c'est M de masse. Et N en thermodynamique, M, c'est pour la thermodynamique physique. Et N de Nestor, c'est le nombre de moles. C'est en thermodynamique on va dire, propre à la thermochimie, par exemple, ou à la chimie. Alors on parlera plus de C en kilojoules par kilogramme et par degré, mais on parlera en kilojoules par, par kilomole et par Kelvin pour la thermodynamique, thermochimique ou chimique. Et la température ne sera plus en degrés Celsius comme en la thermodynamique physique, mais on aura du Kelvin ou Kelvin pour la température, pour la thermodynamique thermochimique. Voilà, donc de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, thermodynamique physique ou thermochimique, on n'a que 5, on a deux paliers qui sont en orange, B, C, D, E, mais on a trois montées. De facto, on aura toujours trois montées. C'est un escalier, hein. C'est assimilable, c'est une fonction en escalier. On va dire c'est une structure en escalier. Hein. Combien d'étages ben, vous allez me dire deux, mais le troisième il est où ben, le troisième il monte toujours. Il monte toujours, ben, on ne sait pas. À un moment donné, les températures, on est limité aussi au niveau des températures. Hein. Pour l'être humain, mais bon, les températures dans les astres peuvent monter très très haut. Voilà, très très haut. Voilà, quelle est la plus haute température? Je n'en sais pas plus. Voilà, il existe une température où, à un moment donné, bon, qui soit la plus haute possible, hein, on peut avoir un maximum. Moi, voilà, qu'est-ce qu'on a là-bas? J'en sais pas plus. Ben, en tout cas, ici, l'escalier peut monter. Voilà, et on a deux paliers. On a deux paliers, B, C, D, E. Donc, fatalement, on aura de chaleur relative à
des changements d'état qui ne créeront pas de variation de température. La chaleur ne créera pas de variation de température sur ces deux paliers B, C et D. Par contre, elle créera une variation de température en AB, CD et de E vers ce qu'on veut. Mais ce qui veut dire quoi? Mais AB, c'est justement pour ça. Comme la chaleur va créer une variation de température, ben c'est normal qu'on a une pente. Pour les solides, on aura une pente, liquide, on aura une pente, et pour les gaz, on aura une pente. Et le palier sera les changements d'état. Voilà, mais moi, c'est ce que je vais appliquer. Et donc, fatalement, si vous voulez faire le bilan, Q total, delta Q total, ben, justement, c'est la somme des QI. Hein. C'est la somme de delta Q. Somme de delta Q pour I égale 1 jusque, dans ce cas-ci, 5. Voilà. Et ça, c'est le maximum qu'on peut avoir, 5. Parce que maintenant, vous pouvez faire une transformation qui va passer de là à là. Voilà. Vous pouvez faire une transformation qui va passer de là à là. Vous pouvez faire une transformation qui reste voilà, au niveau liquide. Hein. Voilà. Vous pouvez faire une transformation qui reste au niveau solide. Vous pouvez faire une transformation qui reste au niveau gazeux. Voilà. Et ainsi de suite. On peut jouer, hein, bon. Mais maximum, vous aurez 5 transformations possibles. Delta Q de 1 à 5. Voilà. Alors maintenant, voyons voir l'exercice. Donc, dans un calorimètre renfermant 500 g d'H2O, voilà, on a à 12 degrés, on coule 40 g de plomb à sa température de 327 degrés. Bon, ici, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'énoncé, je vous le dis tout de suite, mais je vais vous le dire tout de suite, comme ça vous serez au courant. On coule, quand on dit on coule, bon, je vais faire un petit schéma. Je vais faire établir la méthode de comparaison en utilisant pas toutes les combinaisons ici. Hein. Ici, il y a 5 combinaisons possibles. Voilà, c'est pour ça que je vais le mettre de côté, je vais en utiliser que 2. Vous allez voir c'est quoi les 2 que je vais utiliser. Bon, mais tout d'abord, on a un calorimètre. L'énoncé n'est pas bien fait, je vous le dis tout de suite. On a le calorimètre. Voilà. Alors, on a de l'eau, on a une masse d'eau. Voilà, je vous rassure, l'énoncé n'est pas très bien explicité. Bon, parce qu'en fait, il est mal établi. Bon, c'est pas moi qui ai établi cet énoncé, donc, mais je peux vous dire qu'il est mal établi. On ne peut pas parler comme ça en français, parce que ça crée une confusion, et donc dans le calcul, on risque d'avoir mauvais, parce qu'il y a une confusion dans l'énoncé. Et on peut discuter de cet énoncé dans le sens où il y a une confusion. Et je vais vous montrer où est la confusion, et je vais partir sur base des calculs, et vous allez voir que je vais avoir bon dans les calculs, malgré que ça pose un certain problème confusionnel, on va dire. Dans un calorimètre renfermant 500 g d'H2O, ça veut dire qu'on a un demi-kilo. C'est rien que ça. Hein. Bon, ça veut dire que le contrôlable, je le connais. La masse est contrôlable, 0,5 kg. L'eau est à 12 degrés. C'est du contrôlable. Je mets un thermomètre, 12 degrés. On sait bien qu'on a de l'eau. Donc je connais le C de l'eau, 4,18. Bon, avec ces unités, hein, je vais vous montrer les unités. Voilà, mais en tout cas, il fait 4,18. Donc tout ça, c'est contrôlable. Donc c'est du connu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va comparer par rapport à quelque chose d'inconnu. Donc on va faire une méthode d'opposition, on va opposer, on va faire une méthode de comparaison. Bon. Donc ça, jusqu'à présent, tout est connu. Alors qu'est-ce qu'on demande? Voilà, ici ils vous disent on coule 40 grammes, c'est un échantillon, hein, 40 grammes c'est tout petit, de plomb, c'est du plomb, à sa température de 327. Voilà, ça c'est la température de fusion. Voilà. Donc on va aller à la température de fusion, et qu'est-ce qu'on va demander? On demande de déterminer la chaleur de fusion du plomb. Voilà. Il demande le CF. Bon. Alors c'est comme ça qu'on détermine le CF, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est comme ça qu'on détermine. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut mesurer avec le calorimètre la masse. On peut mesurer une variation de température avec le calorimètre. On peut mesurer
le C d'une substance. On peut mesurer la variation de chaleur apportée à une substance en fonction voilà, de données de température, de masse et de C. Voilà, on peut calculer delta Q. Mais on sait calculer aussi la chaleur de fusion. Chaleur de fusion, enfin chaleur de changement d'état. Chaleur de changement d'état en général. On peut les calculer via la calorimétrie. Donc voilà. Alors comment? Par une méthode de comparaison, en connaissant certaines choses, une méthode d'opposition justement. Ouais. Donc ici on va déterminer ce qu'on appelle le CF, la chaleur de latente de fusion ou la chaleur de fusion tout court. Voilà. Alors comment? Parce que je vous ai montré. Là, on sait bien qu'on a, on connaît la température de fusion qui est une donnée, hein, du plomb. 327 degrés, j'ai le changement d'état. Voilà, 327 degrés. C'est-à-dire, on va partir, voilà. Et là, on part de quelle température? Mais en fait, là, l'astuce de la confusion, c'est 12 degrés. Hein. On part de 12 degrés. Le plomb, quand ils disent, le problème est là. Ça, c'est un problème. Un problème de, bon, c'est pas bien de mettre des énoncés comme ça parce que je reproche à la personne qui a fait l'énoncé d'être dans le, on va dire, le confusionnel. Parce qu'on ne sait pas à quelle température. On coule 40 degrés de plomb à sa température de fusion, 327. Parce que si vous n'avez pas cette température de départ, c'est impossible de résoudre le problème. Vous aurez deux inconnus. Hein. Voilà, vous aurez deux inconnus. On ne sait pas, on connaît pas le CF qu'on doit rechercher. Mais en plus de ça, on ne connaît pas la température initiale. Ouais, c'est impossible de résoudre ça. Hein. Il y a deux inconnus. Il faut qu'on ait une équation inconnue. Voilà, une équation inconnue. Et c'est pour ça que je vous dis qu'ici, on va démarrer par rapport à la température de l'eau. Dans un caloromètre de renfermant 500 grammes d'eau, voilà, ça c'est le connu, mais l'eau est à 12 degrés. Mais qu'est-ce qui est à 12 degrés? C'est aussi voilà, le plomb. Aussi bien l'eau que le plomb est à 12. Et là, le problème c'est que bon, c'est confusionnel parce qu'ils ne font pas référence à cette température pour laquelle on va commencer à 12. Est-ce qu'on trempe directement dans l'eau? Oui, d'accord, il est à 12 et puis on commence à faire chauffer, oui. Bon alors on chauffe, il y a une petite confusion parce que ça, on pourrait penser, on coule 40 grammes, ça veut dire que à un instant T, on coule, voilà, on n'a pas mis à 12 degrés, c'est ce que ça veut dire. Mais en vérité, quand on y pense bien, la substance plomb, il est à 12 degrés au départ, et puis après on commence à le faire, il coulera à un moment donné quand on arrivera à 327. On démarre à 12. Donc cet énoncé-là, je vous rassure qu'il est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'il est confusionnel. On ne sait pas quand, en voyant, quand on lit ça, on coule 40 grammes, on dirait qu'on coule directement. On coule directement et on atteint ça. On ne sait pas, on démarre où. Voilà. Mais en vérité, c'est parce qu'il a trempé dans l'eau. Et, voilà, et quand il coule, c'est un processus qui va démarrer à 12 degrés. C'est ça que je veux dire. Quand on dit on coule, bon, on ne voit pas toute la transformation qui passe de 12 à 327. Hein, parce qu'on coule, c'est directement couler. Quand il coule, il est liquide. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant, je vous rassure, la température initiale est de 12 degrés pour le plomb. Elle l'est pour l'eau à 12, mais elle l'est pour le plomb à 12. Ce qu'il y a, c'est que le plomb, il est à 40. On a 40 grammes de plomb, et sa température va monter de 12 à 327. Donc, qu'est-ce qui est reconnu ici? Si vous voulez, quelque part, si l'énoncé n'était pas confusionnel, on aurait eu directement ça, mais s'il est confusionnel, ça peut poser problème à beaucoup de gens. Voilà. On a la température initiale, la température finale, donc ce qui veut dire que je vais appliquer, voilà, Q est égal à MC delta T, puisqu'on est sur une pente. On est sur on est sur une pente. Donc le delta Q, je vais appliquer delta Q1. On est sur une pente. Bon, mais après quand on dit on coule, il passe liquide. C'est la fusion. Donc ça veut dire qu'on aura un seul palier, on sera ici. Donc ça veut dire que dans cette loi-là, enfin dans cet énoncé, je m'excuse, on va faire ceci. Le système va subir ça. Un changement d'état. Donc voilà, va subir un. Voilà. Et ça, bon, le delta Q1, tout est maîtrisé dans la zone AB, la zone solide, tout est maîtrisé, puisqu'on connaît la température de départ, température finale, on sait bien qu'on a un échantillon de 20 grammes, et on connaît voilà, la chaleur spécifique du plomb, parce qu'il est donné dans l'énoncé. Et si vous voulez chercher la chaleur spécifique du plomb, chaleur massique du plomb solide est de 126 joules par kilo par degré Celsius. Voilà. Alors, si vous voulez rechercher ça, vous faites un laboratoire sans, bien sûr, faire apparaître le changement d'état. Hein.
Si vous voulez chercher le C, vous faites juste une montée comme ça, par rapport à un échange thermique avec de l'eau. Voilà. Vous faites un échange thermique avec de l'eau. L'eau, vous connaissez tous, c'est le connu. Et l'inconnu, c'est le C ici. Vous connaissez la masse de plomb, l'échantillon de plomb, la variation de température voilà, que le plomb va subir. Et vous ne connaissez pas le C, donc vous allez chercher le C. Maintenant, connaissant le C, vous pouvez chercher le CF. Puisque maintenant, vous connaissez le C. Vous faites une montée, vous faites un changement d'état. Vous connaissez le C, mais vous ne connaissez pas le CF. Voilà. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous ne connaissez pas le 12 degrés ici, et vous ne connaissez pas le CF, ben là, c'est un problème. Hein. C'est un problème. Vous avez deux inconnus, vous ne saurez jamais résoudre ça. C'est impossible de résoudre. Hein. Vous avez un système, vous avez une équation en deux inconnus. C'est pas possible de résoudre. Hein. Ceci étant dit, donc maintenant, on connaît le C, il est donné par l'énoncé. Et si vous voulez connaître par voie de calorimétrie, on sait le trouver. Hein. Il suffit de faire une montée de température et faire un échange thermique avec de l'eau, c'est tout. Bon. Maintenant, connaissant le C, pour rechercher le CF, vous faites un échange thermique avec de l'eau qui est le connu, et bien sûr une élévation de chaleur du plomb de A vers B, où tout est connu, là tout est encore connu. Ce qui n'est pas connu, mais c'est le CF, donc vous aurez le delta Q1 sera connu, mais ce sera le delta Q2 qui ne sera pas connu. Voilà, ici on aura une inconnue dans le delta Q2. Et donc la formule ici, ce sera delta Q1 plus delta Q2, voilà, c'est la somme des delta Q. C'est delta Q1 plus delta Q est égal à l'échange thermique, c'est-à-dire du connu. Et le connu, c'est, voilà, vous faites une méthode de comparaison par rapport à ce qui est connu. Mais ici, je dirais même plus, parce que qu'est-ce qui est connu ici? Il y a delta Q qui est connu, enfin, il y a delta Q de l'eau, voilà, le delta Q de l'eau, il est connu, hein. Il va changer sa chaleur avec le système ici qui est le delta Q1 plus delta Q2. On a un échange thermique de ceci avec delta Q1 et delta Q2. J'ai qu'un palier. Hein. J'ai une montée avec un palier. Donc, mais on oppose quelque chose de connu. Le connu, il est où? Il est là. Il est là, le connu. Tout ça, c'est connu. L'eau, elle est connue. Hein, voilà. Qu'est-ce qui est connu aussi? C'est la montée ici. Ceci est connu. Delta Q1 est connu. Donc, ce qui n'est pas connu, c'est dans le delta Q2, il y a un paramètre qui n'est pas connu, c'est le CF. Mais on connaît quand même la masse. Hein. Dans le delta Q2, c'est pas qu'on ne connaît pas tout. On connaît quand même la masse. Et voilà. Et comme il n'y a pas de variation de température, voilà, on s'est trouvé le CF. Bon. Eh bien, c'est ça que je vais appliquer ici exactement. C'est ça qui a été fait. Donc, le métal, c'est du plomb. Capacité du métal, c'est l'énoncé nous donne chaleur massique du plomb solide est de 126 joules par kilo et par degré. 126 joules par kilo et par degré fait 0, je divise par 1000 bien sûr pour avoir en grammes, 0,1260 joules par gramme et par degré. Donc je suis plus en joules par kilo et par degré, mais en joules par gramme et par degré. Voilà, ça fait 0,12. La masse du métal, pourquoi je travaille en joules par gramme? Parce que l'échantillon est en grammes. Hein. S'il était en kilo, j'aurais travaillé en joules par kilo. Mais ici, comme l'échantillon est en grammes, je travaille avec des joules par gramme. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai divisé par 1000. Donc je vais travailler avec 0,1260, je divise par 1000, c'est ça que j'ai besoin, c'est pour ça que je mets en jaune. Voilà, la masse de métal, c'est 40 grammes. La température initiale, c'est ça qui posait problème. Et que je vous ai dit qu'il y avait une confusion au niveau de l'énoncé et que je vous ai remis en ordre l'énoncé. Alors je vous ai mis en ordre, je vais vous prouver hein, que c'est bien le 12 qui est là. Vous allez retrouver ici la chaleur latente de fusion correctement au travers de tables qui sont sur Internet. Si je parle de 12, mais autre chose, je n'aurai pas la chaleur latente de fusion qui se trouve dans des tables sur Internet. Donc, il faut passer le 12 ici. Si vous ne mettez pas 12, c'est mauvais. Donc, il y a une confusion dans l'énoncé, dans la formulation de l'énoncé. Ça met la confusion, voilà, et ça peut poser problème à des étudiants ou des élèves ou peu importe. La température finale, c'est la température de fusion, donc c'est la température de changement d'état. Changement d'état ici, c'est une fusion, 327, donc on va aller de 12 à 327. Le différentiel de température, c'est 327 moins 12, ce qui fait 315 degrés. Bon, on va appliquer la formule delta Q métal, c'est masse de métal fois chaleur de métal fois le delta métal, enfin la capacité calorifique du métal fois le delta métal, et ça, c'est quelle loi? Mais c'est la loi que vous avez en montée.
Voilà, je suis en montée. Enfin, le corps est en montée. Voilà, le corps est en montée. Ici. Ça, c'est la loi appliquée ici, dans la zone là. J'applique la loi delta Q est égal à MC delta T. Donc delta Q1, c'est égal à MC delta T. Ça s'applique ici. Voilà. Mais je vais appliquer delta Q2 après. Hein. Bon, chaque chose en son temps. C'est ce que je fais, mais tout ça c'est connu. Hein. Je vous ai dit qu'on connaît tout, on maîtrise tout. C'est du contrôlable. Hein. Aussi bien, le connu c'est quoi? C'est le calorimètre, l'eau, tout ce qui est le paramètre c'est du contrôlable. Mais aussi la montée ici de température du plomb, tout est contrôlable. On connaît tout. On connaît tout, c'est du contrôlable. Donc je peux calculer que delta Q est égal à MC delta T, c'est 1587,6 joules. Donc, en calculant MC delta T. Donc j'ai fait, si vous voulez, j'ai fait 0,1260 fois la variation de température 315 fois la masse qui est de 40 grammes. Voilà, 1587, j'obtiens la réponse en joules. Voilà. Alors maintenant, le changement, le palier, j'ai qu'un seul palier. Là, je calcule le delta Q2. Donc, je vais calculer ceci. Je calcule ce palier-ci. Voilà. Et ça, c'est un changement d'état. Le changement d'état, je vous l'ai dit, comment on calcule le changement d'état? C'est la masse fois la chaleur latente de fusion. Il n'y a pas de variation de température. La température est un invariant, donc la température n'intervient pas. Donc, on a M fois CF. Mais la masse intervient, hein, parce que bon, voilà, ça, de facto, c'est proportionnel à la masse. Mais la masse est connue. C'est un élément contrôlable, la masse. Ce qui n'est pas contrôlable, ce qu'on ne connaît pas, c'est la chaleur de fusion. Voilà. Donc, la masse, c'est toujours l'échantillon de 40 grammes. Hein, ça n'a pas changé depuis l'eau. On a toujours 40 grammes fois le CF. Mais le CF est une inconnue. Alors, le CF, bien sûr, la masse est en grammes. Le CF sera en joules par gramme. Il n'y a pas de... Voilà, ici, on peut comprendre que pour le C, chaleur massique, on a chaleur par gramme par degré. C'est normal parce qu'elle dépend de la variation de température. Mais ici, la chaleur latente de changement d'état ne dépend pas de la variation de température. Donc, on aura des joules, non pas par gramme par degré, mais des joules par gramme. Alors, ça c'est... bien sûr, c'est le nombre de joules pour un gramme, le CF. Si on fait x 40, on a le nombre de joules pour 40 grammes. Alors, le CF donne pour un gramme. Hein. C'est le joule par gramme. La chaleur pour faire fondre un gramme de plomb. C'est la chaleur nécessaire pour faire fondre un gramme de plomb. Mais ici, on n'a pas un gramme, on a 40 grammes. C'est pour ça qu'on multiplie par la masse, 40. Voilà. Voilà. Donc, on a tout. Donc là, on a un inconnu. Là, autant, ça c'est le delta Q métal, on va dire... solide. C'est le palier, c'est la montée. C'est la montée. Delta Q métal, palier. En changement d'état. Je vais mettre changement d'état. Voilà. Moi, je vais le mettre complètement comme j'ai de la place. Voilà. Changement. Delta Q. Là, c'est le delta Q métal quand il est à l'état solide. Et là, c'est quand il est en changement d'état. En delta Q métal solide, on connaît tout. C'est du maîtrisable, c'est du contrôlable. Delta Q métal changement d'état, on ne connaît pas le CF, mais on connaît au moins la masse. Et maintenant, l'eau, on connaît tout. Hein. L'eau, on sait bien qu'on a 4,186 joules par degré par gramme. C'est la chaleur latente. C'est la chaleur spécifique de l'eau. Voilà, c'est la chaleur spécifique de l'eau. Voilà, de l'H2O. Alors, on a mis dans le calorimètre, je vous rappelle, on a mis dans le calorimètre 500 grammes, donc qui correspond à 0,5 litres. Voilà. 500 millilitres. Voilà. On a mis 500 grammes, ce qui correspond à 500 millilitres, mais c'est pour vous dire, bon, 500 grammes, ça n'interfère pas dans le calcul ici, ça n'intervient pas, mais je mets quand même malgré tout
500 ml. La température initiale de l'eau, 12 degrés. Et vous voyez qu'elle va varier que de 1,2 degrés. 1,2 degrés. 1,2 degrés. Alors que le plomb, lui, va varier de 12 à 327 degrés. Le plomb va varier de 12 à 27 degrés. Alors que l'eau n'a fait qu'un échange thermique au niveau de température de 1,2 degrés. Pendant que le plomb s'est échauffé de 12, ils ont été en contact thermique. Alors pourquoi ça? Vous avez compris pourquoi. C'est parce que la chaleur massique de l'eau est bien plus grande que la chaleur massique en partie, parce qu'il y a aussi la chaleur fusion qui intervient là. Mais regardez ici, j'ai 0,12 joules par gramme et par degré. Pour faire chauffer du plomb, il faut apporter 0,12 grammes. Pour faire chauffer 1 gramme de plomb et le faire élever d'1 degré, il faut 0,12 joules. C'est un très petit apport calorifique, hein, alors que pour l'eau, il faut 4,18 pour faire élever 1 gramme d'1 degré. La valeur énergétique à l'eau, apportée à l'eau, pour l'élever d'1 degré à 1 gramme, est beaucoup très grande par rapport. Et c'est normal que là, ça va passer que de 1,2 degré, hein, pas plus. Hein. Voilà. Alors je calcule le delta Q de l'eau, c'est MC delta T, c'est le M de l'eau, donc c'est le M de l'eau, c'est-à-dire 4,186 joules par gramme, fois le nombre de grammes, j'ai 500 grammes. C'est vrai qu'ici aussi, pourquoi il va monter que d'1 degré, voilà, il n'y a que 500 grammes. Il n'y a que 500 grammes. Je vais vous montrer. Alors, MC delta T, le delta T c'est 1,2. Enfin, c'est parce qu'il y a 500 grammes. C'est quand même une grande masse, 500 grammes, c'est surtout ça. Voilà. Et là, j'ai bien le 2511,6 joules. Voilà. C'est parce que c'est quand même une grande masse, c'est un demi-kilo. Parce qu'on a quand même un demi-kilo. Plus la masse est grande, et plus bon. Voilà, pour le faire monter, il faut apporter de la chaleur. Voilà. Voilà. Et ça, 500 grammes, c'est considéré comme une grande masse, on va dire. Donc il faut 1,2 degré. Pendant ce temps-là, le plomb va varier de 12 à 327 degrés. Bon, de toute façon, les calculs sont bons. Je vais vous montrer pourquoi, parce que j'ai le bon résultat. Donc, regardez bien maintenant. L'échange thermique va faire en sorte qu'on aura delta Q métal solide plus delta Q changement d'état. Donc, ces deux-ci. 1587 plus 40 fois CF. Hein. Alors, 1587, c'est là. C'est celui-là. Lui, il va donner 1587 joules. Quoi? Ceci. Tout ceci va donner 1587 joules. Celui-ci va donner M fois CF. Mais M, on connaît hein. En fait, c'est 40 fois CF. On aura 40 fois CF. 40 fois le CF qui est l'inconnu. Voilà. Et maintenant, on va additionner 1587 plus 40 fois CF. J'applique la loi ici. Ça, c'est la montée ici plus le palier, est égal à l'échange thermique avec ce qu'on connaît ici. Et tout ça, on connaît. Hein. Ça, je ne sais plus combien c'était de joules. C'est ce que je viens de calculer à l'instant. C'est pour l'eau, c'est 2511. Voilà. Joules. Hein. Donc ces 2511 joules vont être échangés avec ceci. Mais on a déjà 1587 ici. Mais la différence fera 40 fois CF. 2511 va être apporté à ces deux-là. Donc, il fait 2511 moins 1587 divisé par 40. Voilà. Delta calorimètre 2511 joules, c'est l'eau. Delta Q plomb 1587,6 plus 40 fois CF. Voilà. Ce qui veut dire que je vais faire
2511 moins, je résous l'équation, c'est juste une équation. Hein. Voilà, si vous voulez le résultat, ben, vous faites ça moins celui-là. Non, 924 égale 40 fois CF. 40 fois celui-là. Voilà. Et là, à ce moment-là, je peux trouver la valeur du CF. Je peux trouver la valeur du CF. Comment? Ben, je connais la valeur 924 joules. Je divise par 40, mais j'obtiens le CF. Et au bout du compte, le CF, qu'est-ce qu'il vaut? 23,10 joules par gramme. Voilà. Ce qui fait environ, en gros, la chaleur latente de fusion de plomb, 24,7. Dans les tables, c'est 24,7. Et je trouve bien 23 en ayant pris 12 degrés. Parce que si vous ne prenez pas, je vais prendre une autre température, on va prendre 56 degrés. Je vais prendre 56 degrés, ben, je n'ai pas 24. Hein. Je n'ai pas 24. Voilà, vous voyez que bon, il faut absolument que je mette température initiale de 12 degrés. Voilà. Alors maintenant, sachant que voilà, vous avez la chaleur latente de fusion, vous voyez que pour l'eau, elle n'a évolué que d'1,2 degré parce qu'en fait, il faut apporter une grande chaleur à l'eau. Alors, contrairement à 1587 pour le pont, on a une plus petite chaleur et alors on sait déterminer le CF. Voilà, l'eau a évolué que d'1,2 degré alors que l'autre, le plomb, il a évolué de 12 à mais c'est vrai qu'on a que un échantillon de 40 grammes. Hein. C'est ça aussi qui fait ça aussi. On n'a qu'un échantillon de 40 grammes. Voilà. L'eau, on a 500 milligrammes, 500 grammes. 500 grammes. On a une grande chaleur massique pour l'eau, 500 grammes. Voilà. Grande masse, grande chaleur massique. Donc on apporte une certaine quantité de chaleur qui n'évolue que de 1,2 degré, alors que pour le plomb, voilà, le plomb, on n'a que 40 grammes. En prenant 40 grammes, j'ai la chaleur massique du plomb. Je peux chercher la chaleur de fusion, mais la chaleur de fusion, voilà, on aura une température qui se sera élevée de 12 à 327. Mais c'est vrai que c'est un petit échantillon de 40 grammes. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va contrôler que ça fait bien mon 23,10 trouvé par calcul. Dans les tables, c'est 24,7. Il suffit d'aller voir le site www.goodfellow.com/f/pont.html. Voilà, on va voir le lien et vous allez voir que ça fait 24,7 kJ par kilo. Je l'ai mis en kilojoules par kilo. Alors ça vous donne toutes des informations sur, par exemple, des matériaux. Bon, ici j'ai pris le plomb. Le plomb est connu utilisé depuis les temps préhistoriques. Le plomb est un métal doux, malléable et ductile. Vous savez très bien, c'est ce qu'on fait pour mettre aux abords des toits. Enfin, au niveau des toitures, hein, on met des structures en plomb. Voilà, il est très malléable. Si vous utilisez le plomb, il est très malléable. Voilà, vous pouvez le travailler facilement, le cisailler, etc. Voilà, on vend certaines épaisseurs de plomb. Hein, voilà. La quantité de plomb dans la croûte terrestre est de 14 parties par million. La source principale d'approvisionnement est le minerai la galène, qui est du sulfure de plomb de valence 2, qu'on appelle le PBS, hein, c'est ce qu'on appelle la galène, qui se présente sous la forme de cristaux cubiques gris, souvent avec la blonde qu'on appelle le blende, je crois aussi, la blende, le sulfure équivalent du zinc. Voilà. Le plomb s'oxyde facilement à l'air humide et il est stable avec l'oxygène et l'eau, mais se dissout dans l'acide nitrique. C'est un conducteur électrique et thermique médiocre, mais sa résistance à la corrosion est raisonnable. Ouais, raisonnable, bon. Hein. Allez voir à un moment donné, quand le plomb a fait son temps, il change un petit peu de couleur. Voilà, par rapport à ce que vous avez acheté au départ, il change un petit peu de couleur. Voilà. Les applications pour ce métal sont vastes et diverses. Son imperméabilité relative aux radiations, par exemple, le rend idéal comme matériau de protection dans les applications aux rayons X. On utilise, oui, mais ça, il faut une certaine épaisseur de plomb. Hein. C'est pas les plombs qu'on utilise dans les poids, bien sûr, dans les toits. On utilise également pour le vernissage de la céramique. Voilà, vous avez, dans l'école de vernissage, vous allez utiliser du plomb. Les batteries, les batteries d'accumulateurs avec des plaques de plomb et de l'acide sulfurique, bien sûr. La peinture, on peut avoir du plomb dans les peintures. Comme additif dans l'essence, par exemple le tétraéthyle de plomb. Et comme constituant essentiel du métal d'apport du brasage tendre.
Voilà, son utilisation cependant écartée du fait qu'on sait maintenant que le plomb est nuisible pour la santé, ça c'est normal. Quand on ingurgite du plomb, le plomb il reste, il peut avoir des résidus de plomb qui peuvent rester dans le corps et ça peut créer des maladies pour les enfants. Bon, je sais plus comment on appelle ces maladies-là, mais enfin bref. Je sais plus, il y a un nom à ça, hein. Vous allez voir sur internet, maladie relative au plomb. Alors, distribution isotopique, voilà, fonction de travail photoélectrique, numéro atomique, poids atomique, potentiel d'ionisation, rayon atomique en nanomètres, section efficace d'absorption des neutrons, voilà, structure de cristal, structure électronique, valence indiquée, conditions du matériau, coefficient de Poisson, ça c'est une caractéristique mécanique, hein, bien sûr, dureté mot, module d'élasticité cubique, module de tension, résistance de traction, tension de fuyage, caractéristique physique, densité à 20 degrés, point d'ébullition, point de fusion, caractéristique thermique, chaleur de latente d'évaporation, chaleur latente de fusion, et voilà, c'est ce que je cherchais. 23,2. 23 en joules par gramme. Voilà, et la chaleur spécifique, c'est 159 joules par kilo, à 25 degrés. Hein. Voilà. Donc c'est ce que je cherchais, c'est 23. Le résultat fait 23,2. Alors, revenons là. Moi, j'ai trouvé 23,1 joules par gramme, pour 1 gramme. Oui, ici, c'est dans des autres tables. Quand je vous dis 24,7, c'est au cours des autres tables que j'étais cherché sur Internet. Mais ici, il vous dit 23,2. Donc, vous voyez que la différence entre 23,2 et 23,1. Regardez la différence. Bon, je me suis trompé ici. Elle est 1 dixième. La différence que j'ai dans mes calculs est de 1 dixième. 1 dixième. Donc, pour vous dire que ce laboratoire, bon, effectivement, il est très bon. Hein. J'ai 1 dixième d'erreur par rapport à... Bon, il faut voir si l'autre ne fait pas une erreur aussi. Si dans les tables, il n'y a pas une petite erreur absolue à prendre en compte. Voilà, mais ici, 23,1. Si je devais faire un laboratoire ici, bon, je pourrais me croire que le résultat, ça presque, je veux dire, le résultat donné par certains laboratoires qui seraient, je veux dire, peut-être de meilleurs, qui auraient des meilleures conditions pour faire des mesures. Voilà. Alors ici, je voulais juste regarder un truc. 126 joules par kilo, voilà, c'est juste. Donc ça c'est la chaleur massique du plomb solide. 26 joules par kilo par degré. Allons voir dans la table. 26, chaleur spécifique. Ouais, joules par kilo pour un Kelvin. 126, ici ils ont 129. 159. Ils l'ont utilisé avec 159. Voilà. Donc, qui a tort, qui a raison, je n'en sais pas plus. Voilà, mais en tout cas, en mettant 126, je trouve 23,1 avec 1 dixième d'erreur par rapport à eux, à ces gens-là qui ont mis une valeur de 23,2. Voilà, je vous remercie beaucoup.